Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Aurore Panin de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Alors, on est heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui va présenter une reconceptualisation du vieillissement de la fin de vie, élaborée à partir des modèles animaux. Donc, le thème du webinaire, c'est de la mouche à l'être humain. Michael Herrera présentera en 35 minutes les problématiques générales liées à la définition du vieillissement, à la découverte des smurfs chez la drosophile, et comment ce phénotype de fin de vie a permis de reconceptualiser le vieillissement comme un phénomène discontinu que son équipe a validé chez la nématode, le poisson zèbre et la souris, et il expliquera ce que cette reconceptualisation implique pour la compréhension du vieillissement humain. Et à la suite de sa présentation, donc son collègue Clément Dupost va présenter l'essai clinique Blurea qui a démarré en janvier 2025 et qui vise à valider le modèle du vieillissement. Voilà, alors on vous remercie tous les deux d'être présents aujourd'hui. On va demander à l'ensemble des participants de bien éteindre les caméras et micros. Et ensuite, donc pour la période des questions, vous pourrez rallumer vos micros et caméras. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, merci de nous donner l'opportunité avec Clément de présenter tout ce travail. Donc, je vais commencer par la présentation des travaux de recherche qui sont à la base de cette tentative de redéfinition du vieillissement. Donc, je suis chercheur au CNRS et comme vous le voyez, je travaille principalement en utilisant la mouche drosophile. Et je vais revenir sur le détail après. Donc la première question qui est importante de se poser, c'est de savoir de quelle façon nous définissons le vieillissement. Et la définition qui est majoritairement acceptée et utilisée, c'est celle d'un phénomène qui est continu et progressif, comme on peut le voir ici sur cette première page de résultats de recherche Google pour vieillissement humain. Et on a bien... vous voyez ma souris? Mon curseur? Non? Alors, ce que moi, j'arrive pas à identifier, Michael, c'est simplement si on voit bien, si les personnes voient bien le diaporama. Oui, en pleine page. En pleine page, oui, donc Oui? c'est bon. C'est bon, Très bien. ça marche. Donc on voit cette baisse progressive de la qualité de la peau, de la quantité de cheveux, l'apparition de rides, et tout ça. Et donc effectivement, la façon dont on définit le vieillissement, c'est comme un déclin fonctionnel qui est lié au temps, qui affecte la plupart des organismes vivants et qui entraîne une altération des fonctions avec bien sûr, in fine, l'augmentation du risque de survenue de la mort. Et en utilisant ce type de définition, ont été proposés ces 20 dernières années une série de marqueurs de vieillissement qui sont représentés ici à droite, qui sont un ensemble de changements moléculaires et physiologiques qui accompagnent le vieillissement et sur lesquels une intervention serait susceptible de modifier la longévité et l'espérance de vie en bonne santé des individus. Donc la façon dont on étudie le vieillissement classiquement, c'est en tout cas en laboratoire, en suivant des cohortes d'individus qui sont synchronisés. Donc ici, vous avez une courbe de survie pour une population de femelles drosophiles. Vous voyez donc qu'on commence à T0 avec une population qui est de taille 100%. On a un premier plateau de survie au cours duquel donc, tous les individus sont en bonne santé, puis on a une diminution de la survie progressive avec une augmentation de la mortalité au sein de la population. Et pour étudier les changements qui interviennent au cours du vieillissement, on va prendre en fait des groupes d'individus à des âges différents et les comparer entre eux. L'un des implicites de ce type d'approche, c'est qu'on considère les individus pris à un âge donné comme étant des équivalents biologiques, donc des réplicats biologiques. Si on suit ce type d'approche pour quantifier par exemple des marqueurs inflammatoires chez la drosophile,
Donc ici, c'est un ensemble blot réalisé pour des peptides antimicrobiens qui sont des effecteurs de l'inflammation chez la drosophile. On voit que chez des individus jeunes, on a peu de signal, et on voit cette augmentation continue et progressive de l'intensité du signal à mesure que les individus vieillissent. Même chose si l'on regarde l'activité motrice. Donc, comme chez l'humain, l'activité motrice chez la drosophile décroît au cours du temps. Ici, on voit donc cette diminution chez des individus âgés. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on place des mouches dans des tubes et on regarde la distance qu'elles sont capables de parcourir vers le haut du tube dans un laps de temps donné. Et on voit cette diminution aussi progressive et continue à mesure que les individus vieillissent. Même chose si l'on regarde la mortalité. Donc ici, c'est le logarithme de la dérivée de la fonction de survie, et on voit donc cette augmentation progressive et continue sous la forme d'une exponentielle, donc du risque de mortalité chez la mouche. Donc, toutes ces caractéristiques du vieillissement sont obtenues en regardant, en comparant ce qui se passe sur des groupes d'individus à des âges chronologiques distincts, et on voit donc ces changements comme étant continus et progressifs. Maintenant, la question que j'ai pu commencer à poser il y a quelques années, c'est est-ce qu'il n'est pas possible d'identifier une discontinuité dans le vieillissement? Et ça a été rendu possible lorsque j'ai identifié donc, le phénotype SMURF, qui est une évaluation in vivo de l'intégrité intestinale basée sur l'utilisation d'un colorant alimentaire qui est non toxique et non absorbé. Donc, quand on nourrit les individus avec ce colorant alimentaire, vous voyez sur la mouche de gauche, normalement le colorant bleu reste contenu dans le tractus digestif, et j'ai appelé donc SMURF, Schtroumpf en français, ces individus qui deviennent intégralement bleus, donc ce qui indique que l'intestin est devenu perméable à ce colorant toxique. Donc, ce que j'ai commencé à regarder, ça a été de savoir quelle était l'incidence de ce phénotype au cours du temps. Donc, vous voyez sur la gauche une courbe de survie d'une population donnée, et tous les 7 à 10 jours, on transfère les individus sur de la nourriture contenant ce colorant bleu. On mesure la proportion d'individus devenus bleus, et on regarde l'évolution de cette proportion au cours du temps. Et vous voyez donc sur la représentation graphique de droite que l'on commence avec, dans une population jeune, une faible proportion d'individus SMURF, et qui croît donc au cours du temps. Donc on a un phénotype qui est lié à l'âge des individus. La seconde question qu'on a voulu poser, c'était de savoir si c'était juste un effet du temps qui passe, ou si c'était représentatif d'un état de santé. Et donc pour ça, j'ai regardé l'évolution de la proportion d'individus SMURF dans des populations caractérisées par des espérances de vie différentes. Et ce que l'on voit, c'est que pour la population White 11-18, là, W11-18, qui est celle qui vit le moins longtemps, c'est celle dans laquelle la proportion d'individus SMURF croît le plus rapidement. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la vitesse à laquelle les SMURF apparaissent dans une population est représentative de l'état de santé de la population regardée. Ce que l'on a pu montrer ensuite, c'est que tous les individus passent par cette phase SMURF avant de mourir. Donc ici, vous avez une courbe de longévité qui a été obtenue en utilisant des mouches maintenues individuellement sur de la nourriture bleue pendant toute leur vie à partir du jour 11, et qui sont vérifiées toutes les 24 heures pour leur état vivant-mort, SMURF ou pas SMURF. Dès que la ligne devient bleue, c'est qu'effectivement, on les a identifiés comme étant SMURF, et donc ce que l'on voit, c'est que tous les individus passent par cet état juste avant de mourir, et que
ensuite, chaque individu va passer un temps qui lui est propre et passer à l'état Smurf à un moment qui lui est propre. Donc avec ça, au lieu de considérer comme ce que je montrais au départ, que tous les individus à un âge donné sont des équivalents biologiques, on voit qu'en fait, quel que soit l'âge de la population, on peut identifier deux sous-populations d'individus. Une sous-population d'individus non Smurf, pour lesquels on sait que le risque de devenir Smurf augmente au cours du temps, et une sous-population d'individus Smurf, pour laquelle on sait donc que la mort va arriver d'ici peu. La question était donc derrière, est-ce qu'on peut utiliser cette transition abrupte pour réévaluer tous ces marqueurs de vieillissement que j'ai présentés au départ? Et donc, on a commencé, encore une fois, par regarder des marqueurs inflammatoires, donc toujours des peptides antimicrobiens, mais cette fois-ci mesurés par PCR quantitative. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est le niveau d'expression de ce peptide antimicrobien en fonction de l'âge des individus, mais uniquement dans l'état non Smurf. Et on voit que, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, on n'a pas d'effet du temps sur leur niveau d'expression. Par contre, si on regarde cette fois ce qui se passe chez les individus Smurf, on voit qu'on a une augmentation abrupte du niveau d'expression de ces marqueurs inflammatoires, quel que soit l'âge des individus. Donc, ce que l'on peut dire, en regardant ici les individus Smurf, c'est que l'augmentation de l'inflammation est une propriété donc, des individus dans cette phase qui précède la mort, plus qu'un effet de l'âge chronologique des individus. Même chose si on regarde la motilité. Donc ici, le test est un peu différent de ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est des petites boîtes de pétri dans lesquelles on a des mouches placées individuellement. On enregistre 2 heures de leur déplacement et on projette ensuite la totalité des trajectoires sur une seule image. Et ce que l'on voit ici, c'est que les jeunes non-Smurf en haut à gauche n'ont pas plus d'activité que les vieux non-Smurf en bas à gauche. Et encore une fois, si on regarde ce qui se passe chez les individus Smurf de même âge en comparaison, on a une forte diminution de l'activité spontanée des individus Smurf comparée aux individus non-Smurf. Et enfin, même chose pour la mortalité. Si l'on sépare des individus Smurf d'individus non Smurf d'une même population et qu'on regarde leur survie restante, on voit sur le graphe de gauche que la survie des individus Smurf est fortement diminuée par rapport au reste de la population. Et de manière intéressante, si on fait cette expérience à différents âges, on voit que la durée de vie restante des individus Smurf est quasiment invariante en fonction de l'âge chronologique. Donc avec ces résultats, ça nous a permis donc de présenter un nouveau cadre théorique et expérimental pour étudier le vieillissement. Donc, nous permettant de passer d'une vision classique de la mort, du vieillissement, où on a une boîte noire allant de la naissance à la mort des individus, à ces deux phases consécutives, séparées par un phénotype qu'on peut identifier in vivo. Ça nous permet donc de passer d'une approche purement chronologique de l'étude du vieillissement à une approche plus physiologique, puisqu'on a accès directement à l'état de santé des individus, puisqu'on peut identifier donc les individus qui sont sur le point de mourir. Et grâce à ça, sur les quelques marqueurs du vieillissement que je vous ai montrés, ça nous a permis de les réinterpréter en considérant, en passant d'une vision où on les considère comme étant affectés de manière progressive et continue au sein de la population en fonction du temps, à en fait des marqueurs qui sont modifiés de manière brutale dans une proportion croissante d'individus. Avec ça, ce qu'on a décidé de faire ensuite, ça a été de caractériser de manière beaucoup plus exhaustive les changements d'expression de gènes qui interviennent au cours du vieillissement. Donc soit chez les individus non Smurf, avec dans l'idée que ça nous permettrait d'identifier donc les modifications d'expression génique qui sont liées à l'augmentation du risque de passer Smurf avec le temps,
et d'autre part, en identifiant les changements spécifiques des Smurfs, de comprendre les modifications d'expression de gènes qui sont directement associées donc, à cette forte augmentation du risque de mort et puis à l'ensemble du package Smurf avec l'inflammation et autres. Donc ça, c'était le travail de thèse de Flaming Azzane, qu'on a publié dans Aging Cell il y a 2 ans. Et on a pu montrer qu'en fait, au cours de la première phase de vieillissement, donc quand on est non Smurf, mais que le temps passe, ce qu'on a pu observer, c'est une augmentation du bruit d'expression de gènes. Donc pour un gène donné entre plusieurs individus de même âge chronologique, on a de plus en plus de variabilité au cours du temps. On atteint ensuite probablement un seuil qui nous fait transitionner donc, dans cet état Smurf. Et là, les individus présentent l'ensemble des marqueurs transcriptionnels du vieillissement, qui sont ici nommés ATH1 à 6 et qui ont été publiés en 2018. Et qui nous permettent donc d'identifier 2 signatures d'expression de gènes complètement différentes entre les 2 phases. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant donc, avait été fait chez la drosophile. La question suivante était, est-ce que c'est un phénotype qui est spécifique de la mouche ou est-ce qu'on peut l'observer dans d'autres organismes? Et la photo sur cette slide vend un peu la mèche. Donc on a regardé ça chez différentes espèces de drosophiles, chez le nématode Caenorhabditis elegans, le killifish et le zébrafish. Donc chez tous ces organismes, on est en mesure d'identifier une augmentation de la proportion d'individus avec une perméabilité accrue de l'intestin à ce colorant bleu, qui prédit le risque de survenue de la mort et dont l'incidence augmente avec le temps. Ce qu'on a essayé de faire ensuite, bien entendu, ça a été de regarder ce qui se passait chez les mammifères, et donc ça, on s'est penché directement sur la souris. Et c'était le travail de postdoc de Cédric Cancel, qui est maintenant chercheur INRAE. Et donc, ce qu'on a fait, ça a été de mesurer toutes les 2 à 3 semaines sur une cohorte de souris un ensemble de paramètres physiologiques, donc la perméabilité intestinale à 1 et 3 heures post-gavage, mais aussi la masse corporelle, la composition corporelle, la température corporelle, la glycémie et tout ça. Donc si on regarde ce qui se passe pour tous ces marqueurs, ici on a représenté la glycémie au cours du temps, eh bien on voit que en fonction de l'âge chronologique des individus, notre glycémie est plutôt bien maintenue au cours du vieillissement. Mais si, au lieu de représenter ces données en fonction de l'âge de naissance, on les représente en fonction du moment de la mort des individus, là, on a un comportement complètement différent, puisqu'on voit effectivement 2 phases apparaître. Une première phase pour l'essentiel de la vie des individus où ces paramètres sont plutôt bien contrôlés. Puis une phase qui précède la mort de 40 à 50 jours, au cours de laquelle on perd le contrôle des différents paramètres mesurés et c'est dans cette dernière phase que l'on voit les seuls individus présentant une augmentation de la perméabilité intestinale. Si on automatise la détection de ce point d'inflexion sur tous les paramètres observés, on voit donc une période qui va de 25 à 45 jours avant la mort des individus, où que ce soit l'activité motrice, le pourcentage de gras dans les individus, leurs dépenses énergétiques ou leur température corporelle, hein, tout donc se retrouve dérégulé. Ce qu'on a fait ensuite, ça a été de reclassifier nos individus comme étant soit non Smurf, soit Smurf en fonction de ces différents paramètres. Et ce que l'on a pu observer, c'est que, comme décrit préalablement chez la drosophile, la proportion d'individus Smurf croît au cours du temps chez la souris. Et une fois passé Smurf, la durée de vie des individus est fortement réduite et quasiment constante, quel que soit l'âge à la transition dans l'état Smurf.
avec une durée de vie restante de 2 à 3 semaines, en fait, en fonction de la lignée de souris que l'on regarde. Donc, ce travail-là a été publié en décembre dernier dans BMC Biology. Ce que l'on voit aussi, c'est que, a priori, la totalité des individus passent par l'état Smurf, modulo un certain nombre qui sont morts en fait entre deux mesures consécutives de l'état Smurf. Et l'on voit ici, donc sur la partie gauche, la durée de vie passée en non-Smurf, une transition vers l'état Smurf qui intervient après une durée qu'on ne peut pas prédire pour le moment, et ensuite une durée de vie restante fortement réduite chez les individus Smurf. On a regardé aussi chez ces individus ce qui se passe un petit peu au niveau plasmatique. Et l'on voit donc apparaître spécifiquement chez les Smurfs des marqueurs inflammatoires circulants tels que le TNF-alpha ou l'IL-10, mais aussi un effondrement de la quantité de leptine ou d'insuline circulante. Donc des changements que l'on peut détecter au niveau du corps entier. On a également regardé ce qui se passait au niveau de la composition du microbiote intestinal. Et ce qui est intéressant, c'est... Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des modifications qui sont soit spécifiques du temps qui passe, soit de la transition à l'état Smurf. On le voit ici avec les bifidobactéries ou les lactobacilles qui marquent une différence beaucoup plus importante chez les individus Smurf que les individus non Smurf. Donc, ça signifie aussi que regarder ce qui se passe, que ce soit au niveau de marqueurs circulants ou de marqueurs microbiotiques, sans discriminer les individus qui sont soit dans l'une, soit dans l'autre des phases, est un facteur confondant majeur pour déduire de ce qui se passe au cours du vieillissement. Donc la question suivante a bien sûr été qu'est-ce qui se passe chez l'humain avec donc ce résultat ici, cette analyse entre guillemets de la durée de vie des individus Smurf donc sur l'axe des abscisses en fonction de l'espérance de vie à la naissance de différents organismes qu'on a regardés jusqu'à maintenant. Et de manière assez surprenante, il y a une relation de proportionnalité entre la durée, entre ces deux durées. Donc pour une drosophile qui vit une cinquantaine de jours, la durée de la phase Smurf est d'environ 2 à 3 jours. Chez la souris qui vit plutôt 28 mois en espérance, on est à 2 à 3 semaines de durée Smurf. Et pour le poisson zèbre qui dure entre 4 et 5 ans, la durée Smurf est d'environ 6 mois. Donc si on fait une extrapolation linéaire aux 80 ans d'espérance de vie de l'être humain, on se retrouve avec une durée possible d'une phase Smurf de 6 à 8 ans chez l'humain. Ce qui est assez intéressant parce que ça correspond en fait à une durée pour laquelle on identifie donc de plus en plus des marqueurs prédictifs de la mortalité, que ce soit des marqueurs de haut niveau tels que la grip strength, donc la force de serrage ou le temps de lever de chaise, la vitesse de marche, passé 65 ans, mais aussi des marqueurs plasmatiques circulants ou encore des marqueurs inflammatoires. Donc, l'idée a été, et Clément va vous présenter donc l'essai Blurea qu'on a démarré il y a 1 an et demi. L'idée de cet essai clinique étant de regarder chez des patients en soins intensifs ségrégés selon deux valeurs de score IGS-2 basses ou élevées, la perméabilité intestinale et de suivre la mortalité de ces patients à 3 et 12 mois après inclusion, avec dans l'idée de pouvoir essayer de corréler cette mesure de perméabilité intestinale avec bien sûr le risque de mort à moyen terme, essayer d'identifier des pathologies décrites comme étant liées à l'âge, peut-être comme étant en fait associées à cet état Smurf,
pourquoi pas prédire des échecs thérapeutiques, mais aussi aider les soignants et les familles dans le choix d'approches curatives ou palliatives en fonction de cet état. Et je vais donc laisser la parole à Clément, qui va vous présenter donc euh, cet essai clinique. Clément, comme j'ai la présentation, tu me dis quand je passe les slides et si ça te va. Ouais, on fait comme ça. Très bien. Vas-y. Merci, Mickaël. À nouveau, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Clément Dubos. Donc, moi, je suis anesthésiste réanimateur. Je suis médecin militaire et chef de service de la réanimation à l'hôpital Bégin. Mes travaux de recherche portent plutôt sur les neurosciences, mais je suis ravi de coopérer avec Mickaël Herrera sur ce sujet. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Alors, pour commencer, je voudrais quand même préciser, il y a un certain nombre de points, bien sûr, sur lesquels je partage l'approche de Mickaël, mais on a aussi des divergences. Ça, c'est un peu le côté médecin qui espère quand même soigner et guérir un certain nombre de ces malades. Donc, même si je partage l'approche de Mickaël sur le fait que certains patients, quoi qu'on fasse, en fait, ont enclenché des mécanismes de fin de vie et en fait vont rester en déférence multiviscérale, là où pour d'autres patients, le processus sera réversible. Donc voilà, on a quand même une petite divergence sur cette absence, ce que je décris un peu comme de la fatalité dans l'approche de Mickaël. Voilà, que j'assume parfaitement avec les mouches, hein, qui ne posent pas de soucis, qui posent plus de problèmes avec l'humain, et où en plus on voit qu'il y a un certain nombre de patients qu'on arrive à sortir de cet état de déférence multiviscérale. Là, donc, notre idée, c'était d'essayer d'approcher ce qu'on a tous appris pendant les études de médecine, qui est la translocation digestive, c'est-à-dire à un moment, on a des hémocultures positives, typiquement à bacille à Gram négatif, on ne sait pas trop d'où ça vient, et puis on se dit, bah, tiens, le patient a transloqué. Avec l'outil qu'a développé Mickaël, c'est-à-dire la mesure réelle de la perméabilité intestinale grâce à ce colorant, pour essayer de mettre en évidence une différence. On a pris deux populations vraiment très distinctes. Déjà, on n'a pris que des patients qui étaient admis en réanimation pour au moins une déférence d'organes, quitte à un sepsis, et on les a séparés. Donc, un groupe avec une seule défaillance d'organes, qui était définie globalement par notre score IGS-2 entre 20 et 40, à peu près. Ah, c'est bon, vous m'entendez à nouveau. Et le deuxième groupe de patients avec un IGS-2 entre 60 et 80, ce qui là correspond plutôt à 45-50% de mortalité. Donc deux groupes vraiment très différents. Une fois qu'on identifie donc un patient est bien dans un groupe ou dans l'autre, il faut que ça soit fait dans les 24 heures après le diagnostic du sepsis. On obtient le consentement du patient et l'étude débute le lendemain matin. On fait de l'administration du colorant, donc c'est une dose poids qu'on va donner au patient soit dans de l'eau sucrée, soit le patient va le boire, soit s'il ne peut pas le boire et qu'il a une sonde nasogastrique, on l'administre dans la sonde nasogastrique. Ensuite, on laisse le patient à jeun pendant 2 heures et après les soins se poursuivent normalement. 6 heures après cette administration de colorant, on fait une analyse sanguine et un prélèvement d'urine. On fait exactement la même chose à J3. Ensuite, on revoit le patient à J90, où là, on fait un examen clinique, prise de constante, un prélèvement sanguin. Et la dernière visite est à 1 an de l'inclusion pour vérifier en gros s'il est encore vivant ou pas et s'il y a eu des complications. Diapositive suivante, s'il te plaît, Mickaël. Voilà, donc ça, c'est les deux groupes dont j'ai parlé. Par rapport à la différence de mortalité prédite, pour essayer de trouver un lien entre cette augmentation de perméabilité et un impact sur la mortalité, on a évalué qu'il nous fallait 114 patients. Actuellement, il y a 2 centres, donc qui sont 2 hôpitaux militaires, Bégin et Sainte-Anne à Toulon. Et il y a l'hôpital militaire de Percy qui est en train de rejoindre l'étude. Il y en a suivante. On a prévu 3 ans pour faire ça, et donc chaque patient, c'est 1 an. Les objectifs secondaires, c'est d'essayer de voir si les patients chez qui il y a une perméabilité intestinale augmentée, même s'ils ne meurent pas, est-ce qu'ils sont plus graves que les autres?
Est-ce que cette augmentation de perméabilité a un impact sur la survie? Et puis, est-ce qu'on peut le relier à d'autres marqueurs, alors notamment des marqueurs biologiques qui vont être dosés, mais ça c'est Mickaël qui en parlera le mieux, dans les prises de sang qui sont faites, et des marqueurs cliniques, notamment de score de récupération de ce qu'on évalue à J90. Et ça, c'est un peu le Graal, on l'a mis en objectif secondaire, mais on n'est pas du tout sûr d'y arriver sur cette étude. Est-ce qu'on arrive à définir un seuil de perméabilité intestinale qui nous dirait, bah là, le risque de décès du patient à J90 est de temps? Ça, effectivement, ce sera probablement plutôt pour une étude suivante. Donc concrètement, voilà, comme j'ai dit, on screen le patient, on l'admet et puis on fait les mesures à J1 et J3 et J90, la consulte de post-réanimation. J'étais un peu surpris, je pensais que les patients ou leurs proches seraient très favorables à participer et on a quand même pas mal de refus, ce qui est un peu une surprise pour moi quand même. On explique que c'est un bête colorant alimentaire, qu'il n'y a pas de risque connu, etc. Voilà, on n'est plus dans le Covid. Hein. Tous les essais qu'on avait fait pendant le Covid, 100% des gens participaient, les proches disaient oui tout le temps. Là, c'est bah, non, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour me faire soigner. Diapositive suivante. Il y a assez peu de contraintes, hein, c'est facile. Le colorant, il est inerte. La solution, à part consommer du bleu sur les doigts et que les internes ressemblent à des schtroumpfs pendant 3 jours, ça pose pas de problème. La prise de sang en plus, ça, c'est pas un frein. Voilà, on est plusieurs médecins à pouvoir inclure. Ça fait participer les infirmiers. Donc, c'est une bonne dynamique pour le service. Diapositive suivante. Le calcul du nombre de sujets nécessaires, donc comme j'ai dit, c'est par rapport au risque. Le score IGS-2, il est obligatoirement calculé en réanimation. C'est partie des choses qu'on doit mettre dans le dossier du patient et il permet de prédire la mortalité. Donc par rapport à cette prédiction de mortalité, pour observer une différence entre les deux groupes, voilà, on a estimé que c'était 57 patients dans chaque groupe. La dose de colorant, on a pris celle qui avait été déterminée dans une étude américaine publiée il y a quelques années de Angarita. C'est un peu bizarre, leur design, ils avaient administré le colorant à 4 volontaires sains, à 10 patients en réanimation, et puis ils avaient vu qu'il y avait du colorant qui était davantage détectable chez les 6 patients pardon, qui avaient fait un choc septique versus les 8 et les 4 autres patients de réa qui n'avaient pas fait de choc septique et les 4 volontaires sains. Donc on a repris cette dose de Angarita. C'est vraiment très intéressant pour nous d'espérer mesurer cette perméabilité intestinale grâce au bleu, parce que comme je l'ai dit précédemment, il y avait eu des essais qui avaient été faits avec différents sucres, du mannitol, etc. Mais déjà, ça marche pas très bien. Et puis en réanimation, ça a été bien montré qu'il y a plein de limites, parce qu'il y a un impact aussi des états sévères des patients sur la digestion, etc. Donc, c'est pas très fiable. On espère vraiment, si cette mesure nous permet d'approcher le maintien ou non de la perméabilité intestinale, pouvoir en faire un outil qui soit utile pour la clinique. Diapositive suivante. Voilà, bon, donc on collabore naturellement avec les biologistes, avec le CNRS, avec Mickaël, et puis la plateforme de métabolomique de Gustave Roussy pour toutes les analyses et l'unité de recherche clinique de l'hôpital. Diapositive suivante. L'état de l'inclusion, on est à 23 ou 24 patients inclus. Voilà, donc c'est un petit peu plus lent que ce qu'on pensait, puisque actuellement, de centres actifs, il n'y a que mon service. Le centre de Toulon n'a pas encore débuté. Le centre de Percy n'a pas fait toutes les démarches administratives. Voilà, pour autant, on garde quand même l'espoir de boucler l'étude en 3 ans. Diapositive suivante. Ah ben, c'est terminé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Dans tous les cas, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Clément. Bah voilà, on a terminé.
Voilà, excusez-moi pour l'écho. Alors, si maintenant il y a des temps de questions-réponses, n'hésitez pas à partager vos questions, soit dans la conversation, soit en levant la main. Et voilà, vous pouvez rallumer vos caméras au besoin. Merci beaucoup. Bonjour, je veux bien commencer les questions. Je lève pas la main parce qu'après, j'arrive pas à la baisser sur mon ordinateur. Je suis désolée, donc on croit que j'ai plein de questions à poser. Donc, merci beaucoup pour ces présentations. Et puis, comme ça nous permet de suivre l'avancement des travaux liés à cette histoire de Smurf. J'avais une question, bon, qui est une question un peu de philosophe, mais est-ce que le fait de rentrer dans un état Smurf est associé à une notion de pathologie ou pas? Ou est-ce que, enfin, parce que bon, c'est physiologique, donc c'est normal, mais en même temps, nous, dans notre esprit humain, je dirais, on a associé l'augmentation du risque de survenue du décès à une notion de pathologie. Et ça, c'est important parce que quand on voit les applications à la médecine, alors peut-être que la réanimation, c'est pas la meilleure porte d'entrée, mais bon, ça pose la question de est-ce que la médecine est là pour, en gros, accroître la longévité, même si c'est pas pathologie, enfin, même si bah, c'est quand même normal de mourir un jour ou l'autre, ou est-ce que la médecine rentre vraiment dans un projet d'allongement de la durée de vie. Et donc, je comprends bien dans un service de réanimation qu'on voudrait avoir des indicateurs pour se dire, voilà, sous quelles conditions on réanime et comment est-ce qu'on fait pour évaluer, disons, la qualité de vie après réanimation, etc. Mais voilà, donc cette question du pathologique et du normal par rapport au fait d'avoir un indicateur de probabilité de survenue du décès. Ça me semble rester une question de fond et je pense que c'est intéressant justement d'avoir des modèles animaux peut-être pour y répondre qui nous permettent de nous décentrer de notre approche médicale sur l'humain. C'est ma première question et potentiellement j'ai une deuxième question. Clément, tu veux donner ton point dessus en premier? Oui, je veux bien. Comme j'ai dit, à mon sens, déjà, c'est un peu notre point de désaccord conceptuel et philosophique avec lequel sur la détermination, parce que, oui, si je prends un exemple caricatural d'un patient qui pourrait tout à fait se retrouver inclus dans Blurea, c'est un jeune patient d'une trentaine d'années qui fait un choc septique à point de départ urinaire à Escherichia coli sauvage, qui va passer 2, 3, 4 jours en défense multiviscérale et qui va s'en sortir. Il va mettre 2, 3 semaines à récupérer, mais il va s'en sortir. Donc, il aura été en défense multiviscérale. Est-ce qu'à ce moment-là, il aura eu une telle faillite énergétique qu'il avait une perte de sa perméabilité intestinale et qu'il a transloqué? Bah, peut-être. Je pense qu'un certain pourcentage de ce type de patients l'ont, qu'on ne mesure pas aujourd'hui, et pourtant, la grande majorité vont récupérer. Donc, ça répond aussi en même temps à la question qui était dans le chat, c'est-à-dire que oui, on est capable, en tout cas, je pense, chez l'humain, de le réverser, mais au prix de traitements qui sont très, très agressifs et très intenses. Hein. C'est dans le titre de la réanimation, en anglais Intensive Care Unit. Après, à mon sens, chez l'humain, on est encore très très loin de faire des prédictions et encore plus de pouvoir s'en servir pour le projet thérapeutique. C'est des idées qu'on aurait de manière beaucoup plus terre à terre. Ça serait bien, vous voyez, si on peut réellement mesurer cette perméabilité intestinale, tiens, à un moment, elle est orientée chez le sujet. La seule conséquence à court terme, à mon sens, serait de dire, tiens, lui, on va lui mettre des antibiotiques à large spectre parce qu'il est plus à risque de transloquer. C'est tout. Merci Clément. Euh, je, je sais que ma vision en tant qu'expérimentateur sur des modèles animaux, forcément, on n'a pas du tout nécessairement la même perception. Quelle est la différence entre le pathologique et le normal? En fait, c'est une grosse question à laquelle on essaie de répondre avec Maël Lemoine à l'Université de Bordeaux. Euh, Parce que, comme a priori tous les individus
dans les organismes modèles qu'on utilise passe par cet état avant la mort. C'est une étape normale et nécessaire du vieillissement. Maintenant, est-ce que tous les individus vont développer des pathologies lors du passage à cette phase-là? J'imagine qu'il y a une variabilité individuelle, tout comme chez l'humain, il y a parmi les 3 causes principales de mort, on a, enfin de mort naturelle, on a les arrêts cardiaques, les accidents cérébraux et les cancers. Et généralement, on meurt de l'une des 3 causes, pas des 3 en même temps. Donc il y a de fortes chances, en tout cas pour les organismes modèles chez qui on regarde, on a un passage à l'état Smurf. Les individus vont mourir en étant passés dans cet état-là, pour lequel on a une réponse physiologique très stéréotypée. Est-ce que certains vont déclencher des pathologies? Très probablement. Ça, on n'a pas pu le regarder encore. Il y avait une question là dans le chat. Donc, c'est est-ce que l'état Smurf a déjà été renversé? Donc, chez tous les organismes chez qui on a regardé jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réversion du phénotype. Quand je dis du phénotype, c'est de l'état Smurf en général. Si on retire le colorant bleu, les 2 tiers des individus vont l'éliminer. Mais ça n'empêche qu'ils restent dans cet état Smurf où ils ont l'inflammation et tout ça. Si on les remet sur le colorant bleu, ils redeviennent bleus. Il y avait, est-ce que ces études ont été testées in situ pour les autres animaux? Donc par in situ, j'imagine, en dehors du laboratoire. Alors on est justement allé faire ça il y a quelques années lors d'une mission au Costa Rica, où l'idée était, dans la zone tropicale, on a donc des très fortes proportions population de drosophiles, ce qui est plus pratique pour collecter des grands nombres d'individus dans leur milieu naturel. Et on a pu montrer qu'on détecte effectivement une proportion d'environ jusqu'à 10% d'individus Smurf dans le milieu naturel. Après, comme on n'a pas d'idée de leur âge chronologique réel, c'est un peu compliqué de faire l'ensemble des tests qu'on a fait en laboratoire. Mais ça, c'est un projet qui est en cours d'essayer de regarder donc l'incidence de ce phénotype-là dans des populations naturelles. Frédéric, je pense que... Merci, merci beaucoup pour la présentation, et je m'excuse par avance peut-être de la naïveté de ma question, mais moi je suis ni biologiste ni médecin, je suis sociologue, donc voilà, ça reste un peu décalé. Mais ça portait sur la première partie de la présentation et l'idée du passage d'un modèle continu de vieillissement à un modèle discontinu. Arrivé à la fin de la présentation, je m'interrogeais, est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme d'un passage d'un modèle continu à discontinu, ou est-ce que c'est une forme d'illustration de l'hétérogénéité des trajectoires de vieillissement, et qui ferait que finalement, en fonction de qui sont les individus concernés, ils vont devenir plus ou moins Smurf plus ou moins vite à un moment donné. Moi, le parallèle que je faisais comme ça en vous écoutant, c'était avec la maladie d'Alzheimer, où finalement, à 60 ans, il y a 5% de malades, à 80, il y en a presque 20%, mais quand on regarde ce qui se passe chez les centenaires, ça en a quasiment 70%. Et peut-être que si tout le monde vivait jusqu'à 120 ans, on arrivera à 100%. Donc, est-ce que finalement, c'est vraiment un modèle discontinu, ou est-ce que c'est simplement une hétérogénéité de forme de dégradation de la sénescence, pour le dire comme ça? Merci beaucoup. Alors ça, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une question à laquelle on essaie de répondre avec Maël Lemoine à l'Université de Bordeaux, et avec des collègues mathématiciens. Donc ici à Paris, on a un préprint là
soumis par Luce Breuil sur justement la modélisation mathématique de ces deux phases. Je pense qu'il faut les deux sont vrais. Ça nous permet de mettre un critère objectif sur l'hétérogénéité face au vieillissement, qui est, je pense, beaucoup plus visible dans le domaine médical que dans le laboratoire sur des organismes modèles. Je pense que Clément sera tout à fait d'accord pour dire qu'on peut voir à 85 ans des différences notables entre deux individus pris au hasard dans la population. Chez la drosophile, on le voit moins spontanément. Maintenant, cette hétérogénéité, là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut y avoir accès avec une mesure pour laquelle on a un résultat qui est quasiment binaire et qui nous permet de séparer deux ensembles de caractéristiques physiologiques et moléculaires complètement distincts. Donc on a quand même une discontinuité dans le comportement physiologique des individus. Donc en tout cas, quand on rajoute cette mesure, enfin qu'on prend en compte cette discontinuité potentielle, on voit des choses complètement différentes de ce qui a été décrit jusqu'à maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Il y avait encore une question dans la partie conversation, je pense, pour vous, Michael. Une réaction de William Aday. Je pensais y avoir répondu juste avant. Je ne sais pas si... Si, ouais. Bon, alors. Moi, s'il n'y a pas de questions, je veux bien poser ma deuxième question. C'est que aujourd'hui, chez l'humain, on a une définition cérébrale de la mort. Et est-ce que là, vos indicateurs, enfin vos marqueurs liés à cette transition dans l'état Smurf, alors sûrement que ça dépend. Enfin, alors bon, déjà, je ne sais pas si la notion de mort cérébrale a une pertinence pour l'animal, j'y connais rien, donc voilà, ça c'est plutôt une question de fait. Mais ensuite, est-ce que potentiellement cette conception-là aurait un impact sur la définition de la mort cérébrale? Voilà, c'est peut-être une question qui n'a pas de sens. Je ne sais pas, Clément, ce que tu en penses. Moi, de mon côté, donc est-ce que l'idée de mort cérébrale chez l'animal existe? J'imagine que oui, et notamment, on voit très bien, je vais reprendre sur la drosophile. Généralement, pour voir si une drosophile est morte, on identifie les individus qui sont sur le côté et qui ont arrêté de bouger. Néanmoins, si on prend ces individus-là et qu'on regarde leur activité cardiaque ou d'autres activités, on voit que certaines fonctionnent encore. Donc, on a plein d'organes différents qui vont mourir à un rythme différent. Après, là, toute cette phase Smurf dure quand même un temps long, une proportion assez importante de la vie des individus, environ 8% de leur durée de vie totale, alors que la notion de mort cérébrale, c'est par définition quelque chose de beaucoup plus tardif. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une complémentarité ou quoi, mais peut-être que Clément a une vision différente de la... Oui, merci Mickaël pour la réponse. Je pense qu'on peut diagnostiquer la mort cérébrale chez les animaux à partir du moment où on a accès soit à la vascularisation cérébrale pour visualiser qu'il y a un backflow, donc le sang qui monte, qui redescend aussitôt parce qu'il y a une telle pression qu'on n'arrive plus à vasculariser, ou un EEG et on voit un tracé plat absolument non réactif en amplification maximale, qui est la définition qu'on retient chez l'humain.
Je sais, chez les petits mammifères type rongeurs, on peut faire des EEG. Chez la drosophile, je sais pas. Après, ma première réaction, c'est de dire, en fait, le souci, ça va être qui a causé la pathologie qui a entraîné la mort cérébrale, qui va avoir une répercussion énorme sur l'ensemble de l'organisme. Donc, ça va être compliqué de dissocier les deux. Il faudrait avoir quelque chose de, ce qui peut arriver, hein, de très brutal, de purement intracérébral. Mais là encore, il va y avoir une telle cascade de l'inflammation que ça va avoir un retentissement systémique. Donc, je suis pas sûr de pouvoir dissocier les deux. Après, c'est sûr que sur la temporalité, par rapport à ce qu'a montré Michael, quand on extrapole un peu les durées des phases Smurf, on serait plutôt chez l'humain entre 4 et 7 ans. Donc là, si on est sur une hypertension intracrânienne aiguë telle qu'elle entraîne la mort cérébrale, on sera plutôt de l'ordre des heures ou de la journée. Est-ce que cette mort cérébrale entraînerait un passage à l'état Smurf? C'est une bonne question. La difficulté pour y répondre, ça sera le nombre de patients, parce que c'est un état qui est quand même très limité, et où là, la préoccupation, quand les gens s'y sont pas opposés, est le prélèvement de dons d'organes. Donc si on leur dit, attendez, non, moi je veux aller voir si l'intestin est Smurf ou pas, ce serait peut-être c'est très intéressant, effectivement, mais peut-être un projet de recherche compliqué à mener. Merci, Alors, mais parce que en fait, ouais, juste en complément, donc chez la drosophile, on pourrait regarder tout simplement de l'imagerie calcique cérébrale et voir si on continue à avoir des signaux dans le cerveau pour voir de la mort cérébrale chez la drosophile. Pour répondre pour rebondir sur le dernier commentaire qu'a fait Clément, il y a eu un article en 2015 qui a été publié chez la drosophile. Premier auteur s'appelle Katzenberger, je crois. Et ils ont développé en fait un modèle de trauma crânien chez la drosophile pour essayer de regarder quelque chose qui est décrit apparemment chez l'humain, qui est que pour les traumas crâniens, on a des phénomènes d'aspiration intestinale qui interviennent. Clément me reprendra si je dis des bêtises. Bref, là, ce qu'il montrait, c'est que en prenant des populations jeunes de drosophiles, donc avec une très faible proportion de Smurf normalement, soumises à ce protocole de trauma crânien, on obtient 50% d'individus qui ont de l'hyperperméabilité intestinale, et les seuls individus mourant en post-protocole de trauma crânien sont les individus qui sont devenus Smurf. Donc après, savoir si c'est dans ce cas-là la perméabilité intestinale qui cause la mort ou le trauma crânien qui déclenche la mort et l'une des conséquences est la perméabilité intestinale, c'est pas un point qui a été soulevé. merci. Plus aucune question? Mais d'une manière générale, je crois que j'en ai un peu parlé dans ma présentation, c'est effectivement une grande question qu'on a dans le cadre de l'expérimentation humaine. Est-ce que la translocation, l'augmentation de perméabilité est la cause, ou est-ce que c'est plutôt la conséquence? Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on arrive à y répondre avec cette première étude, mais déjà démontrer qu'on a la capacité de mesurer cette perméabilité intestinale, avoir un peu un état des lieux sur dans quel pourcentage de cas elle est augmentée ou pas. À mon sens, en tant que médecin praticien, c'est très intéressant et ça ouvrira la voie après à d'autres projets de recherche. Oui, non, bien sûr. Après, c'est vrai que, là, sur votre réponse, là, tout à l'heure, sur le jeune de 30 ans, voilà, et la réversibilité, quelque part, ça annule pas la question de savoir, même si on pouvait pronostiquer une bonne réversibilité, est-ce que c'est le rôle de la médecine de réverser les processus, voilà, parce que, je veux dire, il y a des éléments d'histoire de vie. Alors, je comprends bien que c'est pas,
pour un réanimateur, ce n'est pas forcément logique, mais c'est quand même des questions sur est-ce que parce qu'on peut le faire et qu'on sait que ça a du sens, est-ce qu'il faut le faire, quoi? Toujours les enjeux plus éthiques qui vont se poser. Oui, alors ça, c'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose quasiment tous les jours en réanimation. Et alors, c'est assez intéressant parce que globalement, on voit qu'on a une façon d'y répondre qui est déjà pas très homogène, mais qui, à l'échelle d'un continent, dès qu'on change d'un pays, et alors là, ça explose complètement. Je prends un exemple très concret. En France, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une déformation professionnelle, enfin, surtout que je mets des lunettes roses sur notre pratique, qu'on est relativement modéré. C'est-à-dire qu'on est capable, à un moment, de se dire, bon, bah là, de toute façon, c'est de l'acharnement thérapeutique, c'est déraisonnable, on va arrêter de maintenir artificiellement la personne en vie et la laisser mourir. Parce qu'il y a un point quand même qui est assez important, c'est qu'on est… Alors, il y a quelques patients qui vont échapper. Quoi qu'on fasse, ils vont mourir. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, on est capable aujourd'hui de maintenir en vie n'importe qui pendant 6 mois, 1 an. Ça ne veut pas dire qu'il va se réveiller à la fin. Pour autant, certains pays, je prends par exemple l'Allemagne ou Israël, ça ne leur pose aucun problème chez un patient très âgé, très polypathologique, chez qui, quand vous calculez tous les scores, ils vous disent tous la probabilité de décès est de plus de 99%, puis juste le bon sens vous dit cette personne va mourir, de partir sur de la réanimation de tous les organes pendant 10-15 jours, parce qu'ils veulent avoir tout tenté. Alors, en Israël, c'est plutôt pour des raisons philosophiques et religieuses. En Allemagne, c'est parce que de toute façon, on est riche, on a les moyens, la machine, elle est là. S'il y en a besoin, j'en ai d'autres, autant la mettre. Et ils font tout. Et quand on leur dit, mais attends, quand tu mets cette machine chez une patiente de plus de 80 ans, qui est déjà en déficience multiviscérale, qui est polypathologique, quel est l'intérêt? On sait qu'elle va mourir. Bah oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, la probabilité, elle est plus de 99%, mais on a la machine, donc on le tente. Ouais, sauf qu'avec le paramètre du fait que ce n'est pas le critère de l'âge qui doit intervenir, d'ailleurs, normalement, ce n'est pas le critère de l'âge qui doit jamais intervenir, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même des biais, mais voilà, où on se dit, bon, c'est des critères physiologiques et ce n'est pas des critères chronologiques, bah, on remettrait presque à égalité votre grand-mère de 90 ans et votre jeune de 30 ans. Complètement. Alors, je suis d'accord sur le critère d'âge. Je le prends parce que ça illustre quand même bien le propos. Et voilà, intuitivement, on voit bien quand même que ça va être naturel de dépenser beaucoup plus d'énergie chez un patient de 30 ans sans antécédent que chez une grand-mère de 90 ans avec plein d'antécédents. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que l'âge n'est pas un bon critère et ça fait partie des choses qu'on enseigne aux internes. Le problème, c'est une fois qu'on a dit ça, bah, des bons critères pour savoir qui va bénéficier ou pas de la réanimation, on n'en a pas. Le seul qu'on ait, c'est le score de fragilité, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, comment on l'estime, est-ce que c'est déclaratif, et puis avant de tomber malade, bah, tout le monde était plutôt en bonne santé. Donc c'est aussi compliqué. Alors, juste pour rebondir sur ce que Clément vient de dire avec le marqueur de risque, justement, et notamment ce score de fragilité. Donc, tout à l'heure, je parlais des modélisations mathématiques qu'on fait. Là, on a un préprint en collaboration avec une équipe du Weizmann Institute. Le premier auteur, c'est Raz, R-A-Z. Il est sur bioRxiv, où on a utilisé leur modèle pour essayer de fitter des données de survie humaines en utilisant comme approximation de l'état Smurf des indices de fragilité clinique. Et donc, en se plaçant avec un score de fragilité qui correspond avec une survie réelle restante d'environ 2 ans et demi, on arrive à très bien modéliser. Donc, il est probable que certains niveaux de fragilité correspondent à l'état Smurf. L'autre point, c'était pour répondre donc à William Hadej, je ne sais pas s'il est toujours là, mais qui disait, est-ce que d'autres sites de translocation tels que la barrière hémato-encéphalique ou la peau, les muqueuses, ont été étudiés. Donc on voit au plan moléculaire que
tous les épithélias vont probablement avoir des problèmes de perméabilité. On a une collègue à l'université de Sheffield, Katharina Henriques, qui a fait des mesures de perméabilité de la barrière hémato-encéphalique chez ces individus SMURF, et on voit qu'une certaine proportion des individus a une augmentation. On le voit aussi chez la drosophile et chez les zébrafiches qu'on a disséqués, où on voit qu'on a à peu près un tiers de nos individus SMURF qui ont du colorant dans le cerveau. Donc voilà, très probablement d'autres tissus deviennent hyper perméables, entre guillemets. Et le deuxième point de William était ça me chagrine que votre modèle animal et milieu soit tellement homogène, je me demande à quel point il peut être étendu. Alors, il y a une homogénéité, mais en fait, d'une part, je pense que le fait qu'on ait cette conservation évolutive du nématode jusqu'à la souris en passant par la drosophile, le poisson zèbre, tout ça, c'est quand même assez représentatif de la possibilité à l'étendre à n'importe quel organisme pour le moment. Et de deux, chaque condition est homogène en milieu, en génotype, mais on a testé beaucoup de conditions différentes dans lesquelles on voit bien la manifestation du phénotype, sa capacité à prédire la survenue de la mort et la stéréotypie fonctionnelle et moléculaire du phénotype. Donc je pense quand même pouvoir affirmer de manière assez certaine que on peut vraiment l'étendre. Après, qu'est-ce qu'on pourra en tirer chez l'humain, à voir avec ce que Sarah et Clément viennent de discuter. Moi, j'aime bien l'idée justement que chez la drosophile aussi, on a l'équivalent du jeune de 35 ans qui va mourir sans explication. Bah, l'avantage, c'est que là, chez la drosophile, on voit que même ce jeune individu passe par l'état SMURF avant de mourir. Donc ça nous apporte un outil permettant justement d'identifier ce sous-groupe, même à très faible incidence, d'individus à risque de survenue de la mort naturelle. Voilà. Eh ben, je pense qu'on va clôturer sur ça, si ça vous va. Un grand merci, Monsieur Rera, un grand merci, Monsieur Dubost. Vous retrouverez effectivement l'ensemble du webinaire sur la chaîne YouTube de la plateforme. Et on se retrouve pour le prochain webinaire le 25 juin sur le thème de la pédiatrie. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.